Les amants inséparables. Chapitre 1. Entrevue. Accoudé au rebord de la portière de la case Portage, Tom scrutait évasivement la beauté des paysages autrichiens, où une chaleur caniculaire desséchait lentement la végétation. Le ciel paraissait dentelé par les montagnes face à un soleil d'été mourant derrière des nappes longilignes aux teintes orangées. Tout en gardant un œil sur la route, Carole alluma machinalement une cigarette. « Je vois bien que tu as accepté ce voyage à contre-cœur, lui déclara-t-elle, toujours attentive à son bien-être. Nous allons vider la maison, nous débarrasser de l'imprimerie et régler la succession. Nous rentrerons à Paris dès que ce sera terminé. Mais nous avons aussi le droit de prendre un peu de vacances. Nous pourrons visiter Venise et toute cette belle région. Ce sera également l'occasion de revoir ma sœur. Malgré ses études, elle n'a jamais lâché son emploi dans la grande distribution. Et puis nous rencontrerons Fernando Benedetti, son nouveau mari. Son premier époux est mort assez brusquement de maladie. C'est le drame de sa vie. » Thomas se tourna vers elle, ses cheveux noirs en bataille à cause du vent, le regard triste et désolé de ne pas parvenir à mieux cacher ses sentiments. Il extirpa la cigarette de la main de sa compagne pour en aspirer une profonde bouffée avant de la lui rendre pour tout recracher vers l'extérieur. « Non, mais je pensais à Thibaut. Tout le monde le croyait sauvé, et puis cette tumeur au cerveau l'a terrassé en quelques semaines sans que personne ne présage de sa fin si proche. Et Esteban, son jeune mec, quel petit con. » Carole, habituée à ses sautes d'humeur, sourit intérieurement. « Tu ne t'es pas montré très coopératif lors de l'enterrement. Pourquoi avoir arraché le drapeau LGBT posé sur son cercueil? C'est pas pire qu'un symbole religieux ou une gerbe de fleurs. » « C'est faux, j'ai laissé les fleurs, mais je ne voulais pas que son enterrement soit transformé en carnaval ou en gay pride. Avoue que c'était inapproprié. Il y a un temps pour militer, un autre pour honorer les morts et leur témoigner un peu de respect. Thibaut était un homme discret, viril, tout le contraire des petites fiottes qui pullulaient dans l'église. » Carole observa son mari avec un mélange de compassion, de tendresse et un certain désir. Elle adorait le voir sortir de ses gonds tel un animal sauvage soumis à ses instincts primaires. À 36 ans, Thomas demeurait bel homme, avec ses épaules larges, sa musculature proéminente, ses yeux sombres où brillait une candeur restée intacte malgré le temps, l'expérience et les épreuves de la vie. Ses traits étaient fins et ses épais sourcils droits adoucissaient encore son regard bienveillant. Son nez mutin surplombait des lèvres charnues et sensuelles, comme d'incessants appels au baiser. Sa mâchoire était carrée et son cou large. « Tu idéalisais peut-être un peu trop Thibaut, lui suggéra-t-elle. Tu es entier avec tes copains, mais tu devrais te douter que dans l'intimité, certains ne sont pas comme toi. Ce drapeau gay, qu'est-ce qu'il représentait pour toi? L'appartenance à une communauté? Du militantisme? Ou juste de la provocation ?» Il éclata d'un rire nerveux avant de soupirer et de s'adosser à son appui-tête de façon désinvolte. « Commence pas avec tes analyses de psy. Ce que j'aimais avec Thibaut n'avait rien de tordu. Nous partagions des séances de tennis, de squash et de natation, des apéros inattendus, des confidences qui dépassaient le genre ou l'orientation sexuelle. Il possédait un incroyable sens de l'humour avec une redoutable répartie. C'était mon ami, il est mort trop jeune, il n'y a rien à analyser là-dedans. Et si tu veux connaître la vérité, j'ai les boules parce qu'il me manque, tout simplement, sans sous-entendu ni arrière-pensée. » « Je n'analyse rien, même si c'est mon métier qui veut ça, » reprit Carole, en jetant d'un geste nonchalant sa cigarette par la fenêtre avant d'allumer la radio qui jouait To Die For de Tovlo. Elle reçut un SMS et le consulta brièvement. « Qui est-ce » questionna Tom, piqué de curiosité en essayant de le lire. « Encore Giro, j'ai pourtant dit que j'irais pas à la piscine ce soir avec lui et sa bande. J'ai jamais vu un ex aussi collant. 10 ans après votre séparation, alors qu'il sait que t'es marié avec moi depuis 9 ans, Vermisseau devrait avoir compris. L'appelle pas comme ça, son sexe est parfaitement normal. Nous arrivons à l'hôtel, le site touristique vante la qualité de leur restaurant. J'avoue que j'ai pas envie de reprendre la voiture pour aujourd'hui. Je rêve d'une douche et d'un bon film. Tu vas emporter ta clé USB ?» Tom acquiesça d'un hochement du menton, et ils s'installèrent dans cette chambre pictoresque où le décor en bois, orné de rouge et de blanc, donnait l'idée qu'on fêtait la Noël en toute saison depuis des générations. Le couple déballa ses bagages, et le trentenaire suivit sa compagne sous la douche. Carole jouissait d'un corps menu avec des petits seins ronds, un ventre plat et des fesses légèrement proéminentes dont elle avait parfois honte. Thomas possédait des épaules carrées, un torse musclé légèrement velu, avec de longues jambes et des cuisses de rugbyman qu'il jugeait trop larges. Dans le couloir menant au restaurant, ils s'embrassèrent tendrement. Carole adorait son mari au-delà de toute raison, et elle réfrénait parfois ses démonstrations affectives, comme si elle craignait de le voir s'enfuir. Elle le disait parfois à ses patientes, l'homme est un chasseur qui juge sa virilité en rapport au niveau de difficulté à atteindre sa proie. Cela signifiait qu'une femme devait toujours garder un côté inaccessible, mystérieux, pour entretenir les instincts prédateurs de son mâle. Le dîner traditionnel était savoureux, même si le jeune couple revint sur les raisons qui les conviaient en Italie.
On ignore pourquoi il a perdu le contrôle de son véhicule, déclara Carole, pensive. Papa ne buvait jamais d'alcool. Master pense qu'ils ont tenté d'éviter un chevreuil ou un autre animal qui a pris la fuite. Les forêts sont denses en gibier dans cette région. Pendant qu'elle parlait, Tom ne cessait de scruter la table voisine où 4 jeunes hommes bavardaient et riaient de bon cœur autour des plaisanteries d'un des leurs qui se vendait de collectionner les conquêtes masculines. Mon plus beau trophée cette semaine, c'est un steward que je me suis fait dans un Paris-Genève, déclara-t-il en montrant sa photo sur l'écran du smartphone. Je l'ai tellement déglingué qu'il m'a supplié d'arrêter, termina-t-il avant d'éclater de rire. Il n'avait pas l'habitude, le pauvre. Carole décela aussitôt combien cet étalage exaspérait son mari. Tom faisait nerveusement rebondir sa fourchette sur la viande, le regard noir en biais, serrant les dents, soupirant bruyamment. Elle tenta de détendre l'atmosphère. Allons, ils sont jeunes, chuchota-t-elle. Ils crânent devant ses copains, mais si ça se trouve, c'est lui qui a supplié l'autre. L'avantardiste dissimule souvent un complexe d'infériorité. Mais Tom n'entendit pas cette voix raisonnable et céda à la colère. Dites, vous pourriez pas être un peu plus discret l'épria-t-il d'un air excédé. On entend tout ce que vous racontez. Les jeunes hommes furent stupéfaits d'être ainsi remis en place par un inconnu. Ils murmurèrent quelques instants entre eux, et les mots gros con et vieil homophobe planèrent bientôt au-dessus de leur table. Conscient qu'il venait d'anéantir les efforts de sa femme pour profiter de cette soirée en tête-à-tête de manière romantique, Thomas se leva subitement pour quitter table, l'air frustré. « Excuse-moi, je suis crevé. Je préfère monter, » déclara-t-il d'un ton coupable. Carole se retrouva seule, sous les yeux ravis, bien qu'un peu apitoyés, de ses voisins. Elle termina silencieusement son plat et son verre de vin, songeant aux funérailles et toutes les démarches administratives qu'elle devrait accomplir durant les prochains jours. En regagnant la chambre, elle retrouva Tom, assis sur une chaise du balcon en bois, les 2 pieds sur la rambarde, contemplant les montagnes alpines faiblement éclairées par le clair de lune. « Excuse-moi, répéta-t-il sans se retourner comme par pudeur. Je me suis comporté comme le dernier des beaufs. J'aurais gagné à me taire. J'ai horreur de la vulgarité des étalages et des propos graveleux. Il y a des sujets qui doivent rester dans le domaine de l'intimité. » Elle s'approcha de lui pour appliquer ses mains sur ses épaules. « Après ton départ, ils n'ont fait que parler des agressions homophobes qui se déroulent actuellement à Paris. Des racailles donnent des rendez-vous sur des sites de rencontres et détroussent des gays qu'ils attachent et abandonnent chez eux. Certains sont salement arrangés. Tu sais, c'est dur pour eux aussi. Ils essayent d'exorciser leur peur en se convainquant que tout cela n'est pas si grave. » Thomas empoigna les mains frêles de sa compagne qui se baissa pour l'embrasser amoureusement tête bêche. « J'ai emporté tous les Almodovar, lui murmura-t-il. Ça te dirait d'en revoir un ? Oui, mais j'ai peur de ne pas atteindre la fin du film. Je suis crevé après avoir conduit depuis Paris. » Thomas se leva et l'empoigna brusquement par les hanches pour la soulever d'un geste ferme, telle une fillette, provoquant chez Carole un éclat de rire incontrôlable. Il la déposa sur le lit et lança Les Nouveaux Sauvages de Damian Ziffon. « Ce n'est pas d'Almodovar, précisa-t-il en la rejoignant pour s'allonger à son côté et la prendre dans ses bras, mais je suis certain que tu vas aimer. » Le couple demeura lové dans cette étreinte complice, et lorsque Carole s'endormit, Tom retourna sur le balcon, prisonnier de ses pensées, incapable de comprendre ce qui le rendait agressif. Peut-être était-ce l'approche de la quarantaine, le fait qu'il se retrouve sans emploi avec une clause de non-concurrence de 2 ans, ou encore le fait qu'il n'éprouve plus de désir sexuel pour sa femme, qu'il adorait pourtant plus que tout. Le lendemain, Carole se réveilla aux aurores après une nuit des plus réparatrices. Thomas était déjà sous la douche, après avoir couru près d'1 heure afin de profiter de la fraîcheur matinale. Ils prirent ensemble le petit déjeuner et se retrouvèrent aux côtés des mêmes jeunes homosexuels que la veille. Ceux-ci lorgnèrent le fauteuil de trouble d'un œil craintif et jugeur, surtout quand celui-ci vint se poster face à eux, les mains sur les hanches. « Messieurs, hier soir je me suis mêlé de votre conversation. Vous avez dit que j'étais un gros con et vous avez eu raison. Je voulais juste vous dire que je n'étais pas homophobe et vous présenter mes excuses. » Les 4 hommes demeurèrent bouche bée quelques instants, avant que l'un d'entre eux nuance l'appréciation de la veille. « Un gros con, certes, mais un gros con sexy et mignon, » ajouta-t-il en plaisantant, provoquant l'hilarité générale. « Merci beaucoup, je suis très flatté, mais il y a peu de chance pour que je prenne l'avion avec toi un jour. » Les garçons rirent de nouveau de bon cœur et Tom regagna sa table, se sentant plus léger. « Je te félicite, » chuchota Carole en l'envisageant avec admiration. « Tu sais que je suis vénarde de t'avoir dans ma vie ? » ?»« Comment l'ignorer ? 4 jeunes hommes viennent de me dire que je suis sexy et mignon, » répéta-t-il. Le couple prit congé quelques minutes plus tard. En ce week-end de fin juillet, on annonçait de fortes chaleurs et de nombreux bouchons sur les routes. Ils ne s'arrêtèrent qu'après la frontière italienne pour manger des sandwichs au pain local qu'ils jugèrent sans goût et rassis. Les dernières heures de trajet jusqu'à la Vénétie furent particulièrement éprouvantes en raison de la chaleur accablante qui grillait le sol, rendant la végétation jaune et sèche. C'est en fin d'après-midi qu'ils atteignirent enfin le Carol de Monzelice, d'où étaient originaires les parents de Carole.
La maison parentale se tenait à l'écart de Monselice, sur une petite colline proche d'un chemin de randonnée à l'orée d'une forêt. Construite à base de pierres du terroir, la bâtisse possédait un charme incroyable, avec sa façade envahie de bougainvilliers fuchsia, sa terrasse, sa loggia, ses 4 palmiers et ses innombrables cactus en pot qui semblaient pousser aussi facilement que des herbes folles. En retrouvant sa sœur, Regina courut dans ses bras et éclata en longs sanglots, comme si son chagrin dépassait de loin le cadre de la disparition de ses parents. Elle se tourna enfin vers Thomas et s'essuya les joues avant de l'embrasser à son tour de manière appuyée. Comme Carole, Regina était petite, brune, avec un teint hâlé et des proportions idéales. Fernando, son nouveau mari, arriva quelques minutes plus tard. Corpulent, avec un torse bombé, un ventre proéminent, ses traits durs lui conféraient un air bougon. Regina accompagna Carole pour un rapide état des lieux de la maison et l'avertit de toutes les démarches qu'elle avait déjà faites pour gagner du temps. Fernando fit signe à Thomas qu'il devait le suivre, ce qu'il effectua volontiers. Mais il déchanta rapidement en constatant qu'il exigeait son aide afin d'extraire une armoire monumentale en chêne massif d'une chambre à coucher pour la descendre dans le garage. « Laisse-moi au moins le temps de prendre un verre d'eau » protesta gentiment le Français qui venait à peine de descendre de voiture. Mais Fernando s'énerva aussitôt. « Parce que vous imaginez quoi, les Parisiens? Que je vais tout me taper à votre place? C'était pas mes parents à moi, j'en ai rien à foutre de cette baraque, vous pouvez y mettre le feu !» Il disparut aussitôt et Thomas, présageant un séjour mortellement ennuyeux, rejoignit les deux femmes dans la cuisine. « L'enterrement se déroulera demain matin, » expliqua Regina. « Comme cela se fait ici, j'ai collé des affiches dans la ville pour prévenir la population. Attendez-vous à voir beaucoup de monde, ils étaient très aimés par ici. »« Qu'avez-vous décidé pour la maison ?» questionna Tom. « Vous allez la vendre? C'est pour ça que Fernando veut descendre les meubles au rez-de-chaussée ?»« Oui, expliqua-t-elle, la maison se vendra mieux si on la débarrasse de toutes les cochonneries et les vieux meubles. Les acheteurs veulent pouvoir se projeter sans les souvenirs des anciens occupants. »« Tu as déjà décidé de la vendre ?» demanda Carole. « Nous n'en avons pas encore parlé. Ça me semble un peu prématuré, non ?» Fernando arriva à ce moment-là. « Il n'y a rien à discuter, lâcha-t-il de sa voix caverneuse. Cette maison, nous n'en voulons pas, et l'imprimerie qui ne vaut plus rien, encore moins. Et vous, votre vie est à Paris, Carole, d'après ce que j'ai compris, tu es psychiatre dans un hôpital, et toi, Thomas, tu ne travailles plus depuis ton licenciement. Nous allons vendre les biens immobiliers et partager l'argent, c'est clair ?» Thomas allait hausser le ton et lui demander de rester à sa place, mais un adolescent pénétra dans la cuisine, traversant la pièce comme un mirage. Blond aux cheveux bouclés, le teint doré, les yeux d'un bleu intense, à la fois noble et intelligent, et malgré tout fermé, imprimé sur son visage, il était magnifique. Le contour de ses yeux était rouge, signe qu'il venait de pleurer. « Laissez tomber, déclara-t-il timidement. Il est toujours comme ça à imposer sa loi. » Il leva les mains pour retirer ses écouteurs, révélant des ongles peints en noir, qui provoquèrent aussitôt la colère de son beau-père. « Je t'ai déjà dit que je voulais pas que tu portes de vernis à ongles, s'époumonna-t-il. C'est pour les gonzesses. » « Mais il est noir, c'est une marque de deuil, » protesta l'adolescent. « La mode a changé, beaucoup d'hommes en portent aujourd'hui. »« Elliot, comme tu as grandi, » s'interposa Carole. « La dernière fois que je t'ai vu, tu passais encore entre mes jambes. Regarde comme t'es beau. »« Ça date, je vais avoir 18 ans dans 2 jours, » marmonna-t-il. Elle s'approcha de lui pour l'embrasser affectueusement. Il se tourna ensuite vers Thomas, prêt à lui tendre la main, mais celui-ci embrassa ses joues naturellement en même temps. Ainsi, le contact fut double et les deux hommes ressentirent une indescriptible sensation, à la fois chaleureuse et affectueuse, le toucher, le parfum et la vue simultanément. Intrigués, ils échangèrent un regard furtif et déroutant d'une redoutable netteté, comme une étrange marque de reconnaissance, une invitation tacite, des mots silencieux, dont la signification demeurait trouble mais fascinante.